Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Joseph Désiré Mobutu, c'est son nom d'enfance, s'est éteint le 7 septembre 1998 à Rabat où il vivait en exil après l'effondrement de son régime. Sa dépouille qui attend d'être rapatriée aura sûrement droit à des obsèques nationales, et sans doute à un mausolée à Guebadolit, ville construite dans le nord Ubangui aux environs des années 80 pour servir de résidence secondaire au maréchal. Mais en raison des querelles politiciennes avec son opposition intérieure, Mobutu s'y retira vers la fin de son règne. Guebadolit devint ainsi sa principale résidence, en quelque sorte la nouvelle capitale du pays. À ce titre, elle a vu défiler les dignitaires du régime ainsi que les hôtes de marque de la République. Voir Guebadolit et mourir était la devise du Congolais politique. C'est encore cette ville qui a hébergé sur le chemin de son exil la dernière nuit congolaise du maréchal. C'est donc le site idéal pour abriter sa tombe avec cette épitaphe. Siji Mobutu Sese Seko Kuku Ngebendo Ouazabanga, président fondateur du mouvement populaire de la Révolution, maréchal du Zaïri. Homme de grande taille à la mesure des enfants nourris aux mamelles de la forêt équatoriale, Mobutu était beau comme un dieu grec dans son habit de maréchal de la République. Il serait né le 14 octobre 1930 à Lisala, originaire du territoire de l'ex-Banziville dans le district du Nord Ubangui, province de l'Équateur, sans jamais préciser à aucun moment de sa vie le nom de son village natal, de ses groupements et secteurs qui sont pourtant les éléments de base de l'identification du Congolais d'origine. Sur le plan politique, le maréchal a marqué à l'encre indélébile une page de notre histoire, celle des années 60 à 97, une page longue de 37 ans. C'est un exploit qu'il doit à sa nature foncièrement sécrète, et à son talent à manier avec dextérité l'arme du bâton et de la carotte à l'endroit des adversaires. Sa réussite est d'autant plus méritoire qu'elle fut le fruit d'une volonté délibérée du maréchal de rassembler, dans un destin national, des ethnies éparses qui parlent des dialectes différents au cœur d'un grand pays bien doté par la nature. Considéré sous cet angle, Mobutu fut un grand président. L'avènement en politique de cet étrange personnage coïncide avec l'entrée en scène de la rivalité idéologique entre la Russie de Nikita Khrouchtchev et l'Amérique du général Eisenhower pour le contrôle de notre pays au lendemain de son indépendance. Dans cette partie de poker entre l'Est et l'Ouest où s'affrontaient deux visions du monde, d'un côté les bagnards du Nouveau Monde, riches et prospères, et de l'autre, les rêveurs du socialisme, pauvres et affamés, Mobutu choisit le camp de la prospérité. Il fut chargé par ses commanditaires de combattre la pénétration du communisme au Congo, incarné à leur sens par Patrice Emery Lumumba. Accusé d'avoir fomenté la mutinerie de la force publique qui fit fuir du Congo les colons blancs et trahi par son commandant en chef, l'ancien Premier ministre fut assassiné, le 17 janvier 1961 au Katanga. 4 ans plus tard, ce fut le tour du président de la République de quitter le pouvoir sous la menace de l'armée. Ainsi, en l'espace de 5 ans, le général Mobutu réussit à évincer pour son compte les pionniers de l'indépendance immédiate et sans condition, Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba. Une fois au sommet de l'État, Mobutu se mit à dévoiler sa vraie face. Il développa à l'endroit de l'Occident une politique étrangement servile, tout comme il afficha à l'égard des réfugiés rwandais installés sur notre territoire des sentiments fraternels au point de leur octroyer la nationalité congolaise. Sur le plan économique, après une période de charme en direction des investisseurs occidentaux qui draina des capitaux importants, son discours se radicalisa peu à peu pour aboutir en novembre 1973 aux nationalisations des sociétés étrangères. Coupé ainsi de la manne extérieure, le Congo perdit ses chances de développement économique, amenuisé du reste par une dette extérieure de près de 14 milliards de dollars, difficile, voire impossible à rembourser. Phare de l'Afrique avant notre accession à la souveraineté internationale, le Congo est devenu ainsi la risée du monde, nonobstant ses nombreuses richesses, un pays dépourvu de tout sauf d'hommes politiques véreux et incompétents pour la plupart. C'est le triste bilan légué à la postérité par le maréchal président. Beaucoup de compatriotes seront profondément choqués par le titre de mon interrogation sur les origines probables du maréchal Mobutu, plus par aversion de nos allégations que par bon sens.
Il leur sera dès lors difficile d'accepter que leur ancien président de la République pût être un ressortissant de la vallée des 1000 collines. D'ailleurs, répète-t-il souvent, si Mobutu avait été là, le petit Rwanda n'aurait pas osé nous attaquer. C'est peut-être vrai, dans la mesure où le maréchal avait de l'autorité sur les pays voisins, mais en ce qui concerne ses origines, la réalité est différente. En effet, quand fut prise la légendaire ville de Kisangani par les troupes de la FDL, composées principalement des militaires rwandais, Mobutu, étonné et horrifié à la fois, lança ce cri de cœur à notre adresse: « Ils m'ont poignardé dans le dos ». À qui pensait-il en ce moment crucial? Pour être poignardé dans le dos, il faut appartenir à une organisation dont on a trahi les consignes. Ce qui est certain, c'est que le maréchal ne disait rien et ne faisait rien au hasard. Il était réfléchi et ordonné. Enfin, Mobutu avait coutume de dire « après lui le déluge ». L'enfer auquel le Congo a été soumis avec près de 4 millions de morts n'a d'égal que ses propos prophétiques. Mais ignorait-il les causes du futur drame? Telle est la question principale. Peut-on vraiment croire que l'homme que l'on disait le mieux informé de l'Afrique centrale, proche de la CIA, n'ait pas été renseigné par ses amis américains du complot qui se tramait contre notre pays? Quel est le rôle direct ou indirect qui lie le maréchal Mobutu à la crise de la région des Grands Lacs? Jusqu'à ce jour, aucune étude n'a effleuré ce sentier qui se trouve un peu sous la brume. Serait-ce par ignorance des faits, ou bien la lanterne de Clio ne serait-elle même pas en mesure d'éclairer nos esprits? Pour mes compatriotes, je leur livre une autre lecture des causes profondes et lointaines de la crise du Kivu dont le maréchal n'est peut-être pas aussi étranger qu'il en a toujours donné l'impression. Le lecteur s'apercevra, au fil de la lecture, la trame de fond qui sous-tend le souci qui nous a habité de faire une relation entre Mobutu et la cause tutsi rwandaise au Congo qui remonte dès sa prise de pouvoir. Faits insolites et passés inaperçus, dès le début, et au cœur du pouvoir de Mobutu, on retrouve deux personnages, deux Tutsis rwandais, Barthélemy Bisengimana et Léon Lobich alias Kengo Wadondo. Que faisaient-ils là? Leur présence autour de Mobutu fut perçue comme un fait banal. C'est des années plus tard avec l'avènement de la Conférence nationale souveraine, CNS en sigle, que les gens commencèrent à douter de l'identité réelle du maréchal. Ainsi, au cours des travaux, il fut soulevé pour la première fois et publiquement la question de l'identité réelle de Mobutu. À ce sujet, deux intervenants firent sensation, Marcel Lio et Kengo Wadondo. Ancien président de la Cour suprême de justice, Lio se demanda à haute voix si Mobutu était vraiment notre frère, étant donné son comportement bizarre. Pour s'être ainsi interrogé, il apprit à ses dépens qu'on ne badine pas avec un souverain. Lio est mort hospitalisé aux États-Unis d'Amérique. Il y eut ensuite les réponses allusives de l'ancien Premier ministre Kengo Wadondo aux membres de la Commission de nationalité, du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. À leur reproche d'avoir exercé de hautes fonctions, alors qu'il se savait étranger, il répliqua sèchement: « Vous ne voyez que les métis blancs et non les métis noirs. » À qui Kengo faisait-il ainsi allusion, sinon à une haute personnalité comme lui? À propos des métis, nous savons que notre pays en regorge par milliers. Ils sont le fruit des vicissitudes de la colonisation belge. En effet, pour explorer le bassin du fleuve Congo, Henry Morton Stanley se fit accompagner par des Zanzibarites. Pour constituer la force publique, la Belgique engagea des mercenaires africains. Il en fut de même pour construire le chemin de fer Matadi-Léopoldville qui fit appel aux ouvriers asiatiques entre autres. De leur côté, les Européens, spécialement les Portugais, ont semé à tout vent des enfants mulâtres. On dit du reste, des compatriotes de Salazar, que si Dieu a créé l'homme, le Portugais a créé le mulâtre. Enfin, notre pays partage sa frontière avec 9 États dont le Rwanda et le Burundi avec lesquels nous avons eu un passé administratif commun de près de 40 ans. En proie aux guerres civiles, ces pays ont déversé de nombreux réfugiés sur notre territoire. La présence de ces derniers, comme celle des autres communautés étrangères, n'est pas restée sans conséquence pour notre nation dans la mesure où des unions conjugales se sont nouées entre eux et nos compatriotes. Les enfants qui en sont issus sont des métis. Cependant, si ces métis, blancs et noirs, sont congolais parce que descendants d'un père ou d'une mère d'origine congolaise, il n'en est pas de même des enfants adoptifs, nés des parents étrangers, mais dont les mères ont été ensuite épousées par des Congolais.
C'est le cas de nombreux enfants rwandais et burundais adoptés par des anciens militaires congolais, lors de leur séjour au Rwanda-Urundi au cours des 2 guerres mondiales. Normalement, ces enfants ne sont pas des Congolais en raison de notre législation en matière de nationalité qui est fondée sur le jus sanguinis. C'est également le cas des réfugiés politiques et de tous les autres ressortissants des pays voisins, venus au Congo, au titre de main-d'œuvre des entreprises. Leur séjour dans notre pays, quelle qu'en soit la durée ou les apparences, ne leur confère pas notre nationalité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.